Aujourd'hui, dans ce sujet de discussion, nous parlerons de la cybersécurité, quels enjeux en Afrique et en Côte d'Ivoire. Alors, ces dernières années, l'on dénote de multiples cyberattaques et tentatives de désinformation en ligne à travers le monde et particulièrement en Afrique. En février 2023, la Bank of Africa au Mali, la BOA, a été victime d'une attaque de type ransomware. Il s'agit d'un logiciel rançonneur malveillant qui prend en otage des données personnelles. Ainsi, les hackers ont réclamé plus de 6,1 milliards de francs CFA pour effacer les données personnelles des clients de la banque. Et en Côte d'Ivoire, plus de 27 000 entreprises qui ont connu 2 800 000 attaques selon un rapport de Kaspersky. Et puis en 2021, toujours en Côte d'Ivoire, le coût de la cybercriminalité a été évalué à environ 6 milliards de francs CFA et plus de 5 000 plaintes ont été enregistrées par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, a fait savoir le ministre ivoirien de la Communication et de l'économie numérique lors de la 3e édition du Cyber Africa Forum qui a eu lieu les 24 et 25 avril 2023 ici même à Abidjan. Justement, nous en parlerons dans ce numéro de sujet de discussion et les échanges porteront sur les enjeux de la cybersécurité en Afrique et en Côte d'Ivoire. Nous recevons pour ce faire Yena Kinyaman-Soro, commissaire générale adjointe du Cyber Africa Forum, également senior consultante cybersécurité au sein du cabinet CyberOps Consulting. Bonjour Soro Kinyaman-Yena. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Après toutes ces journées marathon dans l'organisation de ce forum, la 3e édition. 3e édition. Voilà, on aura l'occasion de faire un petit point là-dessus. Bonne arrivée encore. Merci. Et nous sommes aussi avec Dr Janine Tanobian. Docteur Janine Tanobian, experte en cybersécurité pour le groupe DPSE. Et DPSE, c'est Data Privacy Solution Expert. Voilà, et vous travaillez aussi dans la sensibilisation et l'éducation au digital et à la cybersécurité, aussi bien pour les administrations publiques que pour les entreprises privées. Tout à fait. Bonjour Gisèle. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Alors, avec vous, on parlera essentiellement de cybersécurité et bien évidemment de ce grand forum-là qui a eu lieu ici même à Abidjan. Et dans un premier temps, on va d'abord définir, pour qu'on comprenne, que, y compris moi-même, je puisse comprendre ce que c'est que la cybersécurité et aussi les auditeurs et les auditrices de Radio de la Paix puissent avoir une idée justement sur ce terme et aussi l'enjeu justement en ce qui concerne les actions qui sont menées dans le domaine du digital et du numérique. On commence par définir la cybersécurité. On va commencer avec Dr Janine. Dr Janine, alors pour vous, c'est quoi la cybersécurité? Comment est-ce qu'on peut définir ce terme? D'accord, merci beaucoup. Alors, il faut savoir que la cybersécurité, c'est un thème qui est global, qui va renvoyer non seulement aux politiques, mais aussi aux actions qui vont être menées pour pouvoir garantir la sécurité des systèmes d'information qui vont comprendre non seulement les infrastructures, mais aussi les données. Les données à caractère personnel, les données géolocalisables, les données, en tout cas tout ce qui est information qui va permettre de nous identifier directement ou indirectement. Et donc la cybersécurité, ça va être l'ensemble de tout ce qui est politique, tout ce qui est loi, tout ce qui est action, tout ce qui est mécanisme de protection et d'anticipation des risques qui sont liés à la gestion de nos systèmes d'information. Et dans cybersécurité, on a 2 mots clés. On a un mot cyber et l'autre mot c'est sécurité. Alors avec vous Soro Kinyaman. Alors, quand on parle de cybersécurité, vous avez parlé de 2 choses. On parle de cyber. Donc, aujourd'hui, le monde cyber, c'est le monde du numérique. On va dire dans sa définition la plus globale. Et sécurité, bien sûr, ça renvoie en fait à la sécurité, qu'elle soit physique ou logique. Donc, ce serait la sécurité dans l'espace cyber, mais pas que. Comme le docteur l'a bien signifié, mais pas que. Pour ajouter aussi à ce que le docteur a dit, aujourd'hui, il faut comprendre que la notion de cybersécurité évolue, elle continuera d'évoluer même d'ailleurs, même sa définition, même aussi, bien qu'elle soit aujourd'hui connue de tous, sachant qu'on parle du cyber, mais au fur et à mesure que la menace, elle évoluera, au fur et à mesure que la définition de la cybersécurité évoluera. Oui. Alors, on parlera aussi de ce contexte-là en ce qui concerne la cybersécurité en Afrique de façon générale. Et
pour ce faire, on va écouter cet extrait sonore. C'est l'intervention de Franck Kié. Franck Kié, qui est le commissaire général du Cyber Africa Forum. C'était le 24 avril dernier, ici même au Sofitel Hôtel Ivoire, à l'ouverture de ce grand forum sur la cybersécurité. Franck Kié. L'année 2022 a été marquée en Afrique par une réelle augmentation du volume de menaces cyber qui se sont poursuivies en 2023 en s'accélérant. Une série d'attaques, notamment des ransomware, des botnets, des piratages de systèmes numériques, des compromissions de messagerie professionnelle et de l'extorsion numérique ont ravagé notre continent avec environ 1848 attaques par semaine ciblant une organisation en Afrique contre 1664 dans le monde. Qui n'a pas entendu parler de la fuite des données de la banque BOA au Mali et de leur recel pour une somme de 10 millions de dollars, ou encore du hack de l'autorité de régulation des postes et des télécoms du Sénégal avec un vol de près de 150 gigas de données personnelles. Ce sont là des anecdotes effrayantes. Mais au-delà des chiffres spectaculaires, je veux vous parler de vous, de nous et de la menace qui pèse constamment sur nos têtes. Imaginez que vous êtes tranquillement chez vous, sur votre ordinateur portable, à travailler sur un projet important pour votre entreprise et vous remarquez soudainement que votre écran devient noir et qu'un message apparaît vous informant que vos fichiers ont été cryptés et que vous ne pouvez les récupérer qu'en payant une rançon. Vous êtes sous le choc et vous réalisez que vous êtes là victime d'un ransomware. Vos données sensibles ont été volées et vous ne savez pas comment récupérer vos fichiers, ni comment protéger votre entreprise à l'avenir. Malheureusement, ce n'est pas une histoire isolée. D'ailleurs, qui d'entre nous oserait avouer qu'il est victime de ce type d'attaque? D'autant plus qu'il est crucial ici de souligner que les cybercriminels opèrent à une échelle mondiale. Les cybercriminels opèrent à une échelle mondiale. C'était à l'instant Franck Kié, qui est le commissaire général du Cyber Africa Forum, et c'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2023. Réaction, mesdames. Docteur Janine. Alors, merci. Franck Kié a souligné plusieurs faits. On a l'impression que quand on parle de cybersécurité, la cybercriminalité ne va concerner que les entreprises. Il y a surtout le fait que la cybercriminalité commence d'abord par la personne. C'est-à-dire que ce qui va être volé, quand on parle de données, on a l'impression que ce sont les informations de l'entreprise, mais c'est d'abord les informations qui sont relatives aux personnes. Ensuite, il a parlé du hack de la banque. Ce sont les informations des personnes qui ont été confiées à la banque qui ont été piratées. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on va ramener d'abord aux informations qui concernent la personne. Ça veut dire que nous avons déjà un travail à faire, nous-mêmes en tant que personne, ensuite en tant que groupe, et après en tant qu'entreprise, et pour que ça devienne mondial. Pourquoi? Parce que la cybercriminalité, c'est une criminalité organisée. Vous avez non seulement les personnes qui vont voler vos informations, mais vous avez celles qui vont guetter vos informations en passant par des logiciels, en passant par, on va dire, ce qu'on appelle les chevaux de Troie. C'est des messages qui vont vous être envoyés comme si c'était des personnes qui sont dans vos contacts, qui en général passent par un lien. Et le lien, il suffit que vous cliquez sur le lien pour que vous ayez vos données qui sont volées, qui sont détournées. Quelquefois même, on va utiliser des logiciels silencieux. Vous n'avez même pas l'impression d'être écouté, vous ne savez même pas que ces logiciels existent. Donc voilà un peu, il a parlé de tout ce qui est hacking, il a parlé de ransomware. Et donc, comme le disait tout à l'heure la commissaire générale, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le contexte, on va évoluer dans les technologies. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT, on parle de IA, et au fur et à mesure qu'on va évoluer, au fur et à mesure, on va solliciter les données et il va falloir anticiper davantage ce type d'infraction-là. Oui, on se tourne vers la commissaire adjointe de ce forum. Alors, Franck Kié plantait là le décor. C'est vraiment alarmant ce qu'on constate. Et si vous êtes parti sur ce constat-là pour insister davantage sur la cybersécurité et les précautions à prendre. Alors, réaction également,
sur ce constat qu'on fait? Alors, les gens pensent, comme le docteur l'a dit, que c'est très loin de nous. La on va dire, c'est pas la cybercriminalité, c'est très proche. Ouais. C'est très proche de nous dans le cadre où, depuis une dizaine, plus de 10 ans, 15 ans maintenant, on assiste au phénomène des brouteurs. Donc, ça commence déjà par là. On pense que, comme c'est une question de cybersécurité, on va se trouver dans un 24 heures chrono juste pour faire l'amalgame. Mais c'est très proche de nous, très très proche dans la mesure où aujourd'hui, il y a des arnaques via mobile money. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des appels, non, je vous ai transféré telle somme d'argent, il faut faire tel code pour tout ça. En fait, ça fait partie de la cybercriminalité. Et ce que les gens se disent, c'est que non, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. Du moment où on utilise les voies numériques pour faire on va dire pour poser un acte malveillant, c'est déjà en fait poser un acte cybercriminel. Et ce que les gens doivent se dire aussi, c'est que à la fin de la journée, il faut on va dire un grand exercice de sensibilisation et de prise de conscience. Ouais. Donc, vu qu'on se rend compte que ça nous touche au quotidien, que c'est nous qui sommes engagés en tant que personnes, on va dire, face à ces menaces-là, on doit faire aussi un travail sur nous pour se dire, ok, je dois mettre en place des moyens pour limiter mon exposition justement à ces cyberattaques. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je me renseigne pour avoir les bonnes informations et aussi aller vers les personnes qui ont les bonnes informations. Donc je pense que ce travail de sensibilisation là, bien sûr, est fait aussi à grande échelle, même si on peut se dire que c'est un peu loin et que l'écho n'est pas ressenti comme il se doit, mais il est quand même fait. Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui véhiculent des messages de sensibilisation sur l'usage même de l'outil numérique, sur comment se protéger quand on utilise les réseaux sociaux et Internet surtout. Donc il faut aujourd'hui se dire que j'ai tout ça, on a tous Google, donc il faut aussi faire le travail de se renseigner, on va dire s'auto-sensibiliser afin bien sûr de réduire le risque d'exposition, et c'est ce qu'il y a comme point. Oui. Et pour revenir sur un point aujourd'hui que Franck justement dans son discours, la partie ransomware, c'est monnaie courante. C'est même pas un discours alarmant, je trouve, mais qui n'est pas assez alarmant. Il devrait l'être beaucoup plus parce que aujourd'hui l'Afrique, l'un de nos intervenants le disait, Clément Domingo, pour le citer, que c'est un terrain de jeu. L'Afrique est aujourd'hui devenue un terrain de jeu pour ces cybercriminels-là, qu'ils soient débutants ou même expérimentés. C'est un grand terrain de jeu à ciel ouvert. Donc, qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui pour justement ne pas rester ce terrain de jeu? C'est justement de la sensibilisation, amplifier le message à l'endroit des premières cibles, donc les utilisateurs finaux, et continuer justement à injecter dans l'humain à travers l'éducation, la sensibilisation et tout ça. Donc c'est vraiment ces points-là qui sont aujourd'hui à prendre en compte dans la partie, on va dire dans la partie faire front face à la menace. Et qu'est-ce qui rend si vulnérable le continent africain? Déjà, on a l'impression que on n'est pas concerné. On se dit que oui, Internet a été découvert, on a la fracture numérique, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous avez des données, c'est vrai qu'on se plaint que les données sont chères, mais on a des données qui sont accessibles. On a des comportements qui sont pas corrects. Imaginez-vous, je prends le cas des jeunes qui sont tout le temps en train de faire des statuts sur Snapchat, qui font des échanges, qui ne se rendent pas compte de l'importance de faire attention à ce qu'ils véhiculent comme message. Ils se disent qu'ils sont juste en train d'échanger entre eux, mais ça c'est parce qu'ils ne savent pas. Il y a certains qui le savent, mais qui le font sciemment. Et il y a d'autres qui ne le savent pas. Le fait que vous donnez, par exemple, votre positionnement, où est-ce que vous allez, quand vous mangez, quand vous vous déplacez, ce sont des informations que vous êtes en train d'envoyer. Et rien ne vous dit que la personne qui est à l'autre bout du fil est réellement la personne avec qui vous échangez. Voilà l'une des portes, en fait, qui facilite cette vulnérabilité-là. Ensuite, on a aussi le fait que on n'a pas encore réellement, au niveau des autorités, pris la part des choses. C'est-à-dire, je pense aux lois. C'est vrai que nous avons un corpus de règles qui existe, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir justement non seulement mettre à jour, mais aussi mettre les personnes devant leurs responsabilités. Le fait de responsabiliser n'est pas encore suffisant pour que chacun se rende compte qu'attention, c'est peut-être moi-même qui suis en train d'exposer mes informations qui vont être piratées par la suite. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais intervenir sur la partie partager justement ces informations de géolocalisation. Oui. Il y a un phénomène qu'on appelle aux États-Unis le doxing. Donc le doxing en fait vise à voir la personne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux être au restaurant, j'ai fait une vidéo dans un restaurant, etc.
Et les gens sur Internet vont se charger de me retrouver. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher jusque la fac où peut-être j'ai été, mon travail, ma maison, même là où je paye les factures, où mes parents même peut-être sont logés. Donc c'est vu à partir d'une image. À partir d'une image. Ils vont faire la recherche. Les gens sont très investis quand il s'agit justement d'aller chercher, on va dire, des informations. C'est vrai que ça a double tranchant, ça peut bien servir dans des cas de disparition, etc. Mais ça montre aussi la puissance en fait d'Internet et la volonté des gens quand il s'agit de nuire, surtout. Donc c'est pour ça qu'on recommande généralement en fait, fait très attention aux informations qu'on partage sur les réseaux. Est-ce qu'à partir d'un employé, un hacker peut attaquer une entreprise? Bien sûr. Et comment cela peut se faire? C'est-à-dire que c'est le facteur humain, on va dire, qui va être... Par exemple, vous savez qu'en principe, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez une certaine manière d'accéder à votre ordinateur. Vous avez des mots de passe. Quand on demande aux employeurs de prévoir, par exemple, une charte informatique, de prévoir la manière dont le parc informatique va se comporter, quand on prévoit de mettre des mots de passe et qu'on doit les mettre à jour, c'est pas anodin. C'est une protection et ça doit faire partie justement de l'hygiène numérique de toute entreprise. Alors si vous êtes un employé, que vous prenez un malin plaisir à ne pas mettre à jour vos mots de passe, si vous prenez un malin plaisir à ne pas respecter la charte informatique, par exemple, souvent il y a des entreprises dans lesquelles les personnes vont se permettre d'aller sur des réseaux sociaux ou des réseaux qui sont bannis. Ce sont des portes en fait qui sont ouvertes pour laisser facilement la vulnérabilité s'installer. Quelquefois, on va faire la différence entre vulnérabilité et faille. La faille ici, elle est humaine parce que vous n'avez pas respecté le code tel qu'il est, voilà, le protocole. Mais dès lors que vous laissez la porte ouverte, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi qui rentre dans l'entreprise. C'est ainsi que un employé peut faciliter l'accès à son entreprise. Exact. Oui. Et justement, en fait, pour ajouter, c'est que généralement, j'aime dire aux gens que la machine ne bouge pas. Oui. La machine a un état zéro. Donc c'est l'homme qui passe la machine de l'état 0 à l'état 1. Donc c'est l'homme qui fait l'action, c'est l'homme qui clique, c'est l'homme qui ouvre la porte, c'est le facteur humain, comme elle a dit. C'est l'homme qui favorise justement la réalisation d'une attaque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et j'insiste encore sur le fait qu'il faille sensibiliser l'humain sur son impact sur la machine. On peut avoir tous les systèmes, si vous savez comment les systèmes sont complexes aujourd'hui, on a de l'intelligence artificielle, des dizaines et des dizaines de pare-feux, de couches aujourd'hui qui, pour arriver justement au cœur, c'est-à-dire à l'information, qui sont mises en place. Mais c'est un employé qui est pas... on va dire, qui fait juste pas attention, qui clique sur des choses, qui donne une information qu'il ne devrait pas, qui aujourd'hui justement favorise la réalisation de cette attaque-là. Donc 90% des cas, ce n'est pas la machine qui est incriminée, c'est l'homme. C'est l'homme. Et vraiment, il est important justement de travailler sur l'homme. Vous suivez Radio de la Paix, particulièrement sujet de discussion aujourd'hui qui porte sur la cybersécurité. Et nous échangeons depuis le début de cette émission avec deux expertes, deux dames qui sont là, qui maîtrisent bien ce sujet. Docteur Janine Tanobian, experte en cybersécurité pour le groupe DPSE. Et nous sommes également avec Soro Yena Kinyaman, qui est commissaire adjointe de Africa Cyber Forum, voilà, qui cette année justement a axé les échanges et les débats sur la cybersécurité. Et parmi les officiels ou les personnalités présentes, on avait le ministre ivoirien de la communication et de l'économie numérique qu'on va écouter. Il se prononce beaucoup plus sur les mesures prises par le gouvernement ivoirien en vue de contrecarrer toutes sortes d'attaques dans l'espace cyber. Pour répondre efficacement à ce défi, le gouvernement a adopté donc en conseil le 22 décembre 2021 sa stratégie nationale de cybersécurité 2021-2025, en même temps que sa stratégie de développement donc de l'économie numérique. Stratégie nationale de cybersécurité qui définit les grands axes dont certains portent sur la protection du cyberespace, le renforcement de la confiance numérique et de la coopération internationale. Au cours des prochains mois, nous aurons l'occasion donc de voir la création de notre Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI,
Les textes sont quasiment prêts et nous attendons de les soumettre au gouvernement, avec donc de façon subséquente la création d'un centre de supervision donc des opérations de sécurité, un SOC comme on l'appelle donc communément. Ces instruments viendront renforcer le dispositif de sécurité nationale et nous permettront de progresser dans notre indice global de cybersécurité, tant au niveau continental qu'international. Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées et fréquentes. Nous avons donné quelques chiffres, aussi bien le commissaire général que moi-même, touchant tant les grandes entreprises que les petites et moyennes entreprises et même les particuliers et les individus. Les pirates informatiques cherchent à exploiter les failles de sécurité pour dérober des informations sensibles, compromettre des systèmes et perturber donc des opérations. Ces attaques ont non seulement un impact financier, nous vous en avons donné quelques chiffres, mais également un impact sur la confiance des investisseurs, la réputation des organisations du secteur public et privé et la vie privée des citoyens. Nous devons donc travailler ensemble pour renforcer nos défenses et prévenir les cyberattaques. Cela commence par une prise de conscience des risques potentiels et des bonnes pratiques de sécurité informatique. Voilà, on écoutait à l'instant Amadou Coulibaly, qui est le ministre ivoirien de la communication et de l'économie numérique. Il insistait sur plusieurs points, notamment les mesures prises par le gouvernement ivoirien, stratégie nationale de cybersécurité, protection du cyberespace, et puis il parlait de ce centre de supervision des opérations de sécurité, et puis également la synergie. Il insistait sur le fait de travailler ensemble. Alors, réaction sur ce point, on va commencer par la juriste. Parce que vous avez aussi une casquette de juriste. Oui, tout à fait. Je me suis spécialisée sur ces questions-là, sur le volet juridique justement. Et c'est vraiment très bien. Docteur Janine Tanobian. Oui, parce que bon, moi quand je commençais à travailler sur la question en 2010, on n'avait pas tout cet arsenal-là. On va dire que on est en bonne évolution, mais on doit aller encore plus vite. C'est vrai que on est obligé d'être exigeant sur ces questions-là parce qu'on se rend compte de l'ampleur que prend vraiment la tournure aussi rapide. Et ici, le ministre nous a parlé des grands axes. Il nous a parlé de l'investissement du gouvernement, de l'État. Moi, je dis c'est bien, mais la synergie en question, c'est vraiment chaque entreprise qui, à son niveau, devrait pouvoir proposer quelque chose au niveau de la protection et surtout de l'anticipation. Une chose est de protéger, mais nous n'anticipons pas suffisamment. Aujourd'hui, nous avons Cyber Africa Forum. Il faut profiter. Vraiment, c'est l'aubaine. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous prenez, je vais m'arrêter sur le point des législations, vous prenez le Congo par exemple, ils ont subdivisé leur corpus législatif en deux. Vous avez d'une part la cybercriminalité, c'est-à-dire quand est-ce que vous avez des infractions que vous allez poursuivre, et puis vous avez la cybersécurité qui met à la charge des entreprises des obligations de cybersécurité. Ça veut dire que si je vais sur votre site et que le site n'est pas suffisamment sécurisé pour que mes informations soient par la suite dérobées, vous avez des problèmes. Donc, on met déjà les entreprises en phase avec leurs responsabilités. Et ce que l'État ivoirien est en train de faire doit être accompagné. Il ne faudrait pas qu'on se dise, bon, on est en train de mettre en place l'ANSSI. Oui, c'est très bien. Mais il faut équiper justement tous ces organismes qui sont en train d'être mis en place. Et ce sont les entreprises qui doivent proposer. C'est elles qui subissent d'abord, avant qu'on arrive au gouvernement et tout, c'est déjà les entreprises qui sont au contact, c'est les entreprises qui vont engager, c'est les entreprises qui vont avoir des marchés. Donc c'est au niveau déjà des entreprises que chacune pense à ce qu'elle peut faire pour anticiper et proposer. Et par la suite, je pense que le gouvernement va avoir vraiment du grain à moudre. Parce que là, ils nous ont donné vraiment les grandes lignes sur lesquelles ils sont en train d'intervenir. À nous maintenant, en tant qu'entreprise, même en tant que particulier, de proposer. Et ça peut se faire aussi au niveau de la société civile. Parce que je suis par ailleurs présidente de l'International d'accès aux droits en Afrique. On travaille avec le groupe DPSE et on a monté des outils pour simplifier justement le langage et permettre à ce que tout le monde se rende compte qu'il est concerné. Donc je pense qu'on va revenir sur l'outil tout à l'heure. Bien sûr, on reviendra justement sur ces outils-là. Alors avec vous également, on sait que
pendant les échanges, les panels, cette question du cadre juridique était au cœur des échanges aussi durant ce forum. Alors justement, qu'est-ce que vous avez à dire face à ces mesures annoncées par le ministre ivoirien de la communication et de l'économie numérique? Alors, je vais dire en fait que le thème même de cette 3e édition, c'était enjeux, acteurs et partenariats. Comment sécuriser, on va dire, quelles solutions pour sécuriser la transformation digitale d'Afrique. Et déjà, les annonces qui ont été faites déjà sont à saluer parce que, comme docteur le disait, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas, on ne pensait même pas à une agence aujourd'hui de sécurité système d'information qui est déjà un modèle en fait appliqué, on va dire dans la sous-région et accompagné même justement par la CEDEAO qui a sa stratégie justement sous-régionale qui est déclinée justement à l'échelle des États membres. Donc ça c'est déjà un premier point. Donc monsieur le ministre aussi a parlé de la stratégie nationale qui est de 2020, 2021, 2025. Donc c'est la période. Déjà pour soutenir le docteur, pour dire que c'est vrai qu'il faut des appareils, mais il faut déjà qu'ils existent, il faut les équiper. Mais justement dans cette partie partenariat, et je rejoins encore docteur sur la nécessité aujourd'hui des parties privées à prendre part au débat. Donc ce pourquoi même le forum est une plateforme justement pour que les parties privées et publiques s'asseyent ensemble dans un cadre bien précis, bien régulé pour discuter, trouver des solutions. Et ça, déjà, nous sommes très, très, très heureux déjà que ces annonces aient été faites justement durant justement le Cyber Africa Forum qui justement réunissait l'ensemble de ces parties privées et publiques. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, monsieur le ministre a parlé du centre de supervision des opérations sécurité. Donc là, on va rentrer dans la partie opérationnelle, ce qui est aujourd'hui plus que nécessaire. On a aussi le CICR qui existe déjà, qui fonctionne, mais qui n'est pas malheureusement assez connu de tous malgré son existence et son déploiement sur le territoire parce que pour des raisons X et Y, chaque partie prenante préfère gérer, on va dire, ses problèmes à l'échelle de son organisation plutôt que d'aller vers une institution publique et trouver un support, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Et c'est tout ça justement qui répercute sur le fait aujourd'hui qu'on n'ait pas suffisamment de data sur la partie menace, sur la partie remédiation, sur la partie anticipation, etc. On va dire de tout ce qui est attaque et autres. Donc ce qui aujourd'hui normalement doit être motivé pour justement permettre qu'on ait beaucoup plus des moyens d'anticiper, de remédier et ensuite, bien sûr, pourquoi pas, de continuer à sensibiliser sur lequel j'insiste. Oui. Pour revenir justement à l'appareil juridique, je pense qu'il y a la loi 2013-450 sur la partie cybersécurité, qui aujourd'hui est une loi qui est appliquée, qui justement, dont parlait le docteur, qui est aujourd'hui appliquée, mais qui est difficilement applicable sur le terrain. C'est-à-dire que la loi existe pour demander à chaque organisme comment elle doit, on va dire, mettre en place les mécanismes de sécurité pour que ce soit les sites internet, etc., mais difficilement applicable sur le terrain parce qu'on irait voir le régulateur, on lui poserait les questions. Combien d'entreprises aujourd'hui on a pu recenser qui ont mis en place cette loi, tout ce qui est politique de cookies, etc. Je pense pas qu'on aurait tant de données en fait à partager. Bien est vrai que les banques qui sont les premières en front avec les clients se doivent, donc elles qui mettent justement tous les moyens, mais à l'échelle nationale, si on voit sur tout le corpus des entreprises, on verrait que le taux d'applicabilité même de cette loi est difficilement perceptible. Et c'est un appel bien sûr que je lance sur ces ondes à ces entreprises de continuer justement à se mettre en conformité parce que cette mise en conformité permet justement à chaque échelle de construire un mur. Et ce mur-là de défense nationale, bien sûr, face à la menace. Et c'est ce qui est très, très important aujourd'hui. Puis, on parle, on va dire aussi, de créer justement un univers du numérique utile. Et nous avons entendu cela venant du conseiller technique du ministre du numérique de la République démocratique du Congo, Freddy Mpenda. Voilà, il se prononce également sur ce point. On l'écoute et on revient. Tout ce qui peut fragiliser l'utilisation de ces outils numériques fragilise les États. Donc, pour les États, c'est une menace, mais pour les startups, encore plus, parce que les startups fondent leur business, leur économie sur la capacité d'offrir des services numériques. Et si demain, les hackers empêchent que les clients puissent consommer leurs services, ça leur cause un préjudice économique important. Donc, pour tout le monde,
nous devons lutter pour faire en sorte que l'espace Internet soit un espace sécure. La pandémie de la Covid en mars 2020 nous a ouvert les yeux. Nous a montré qu'en réalité, la santé, c'était une donnée cruciale de la vie. On s'est retrouvé un matin où les avions ne pouvaient plus voler, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, on ne pouvait plus travailler. Donc en réalité, on s'est revu dans un monde où la santé était une priorité. On l'avait oublié depuis des dizaines d'années. Donc, tirant l'expérience de cette pandémie de Covid, nous disons aujourd'hui que le numérique doit être un numérique utile. Le numérique doit être un numérique utile. C'était à l'instant Freddy Mpenda, qui est conseiller du ministre du numérique de la République démocratique du Congo. Oui, Dr Janine Tano. Alors, pour que le numérique soit un espace utile, il faut se rendre compte que la donnée, c'est de l'or. Ça, c'est vraiment le leitmotiv que je ne cesse de clamer. C'est que la donnée, c'est quand même quelque chose qui permet de me reconnaître et de me retrouver et de m'identifier. Et quand on dit la donnée, on a l'impression que c'est quelque chose de très loin, de vague. Non. Par exemple, la donnée à caractère personnel, c'est mon nom qu'on va accoler à mon prénom avec ma taille, par exemple, parce que ce n'est que moi qui ai ce nom, ce prénom et cette taille. Ça peut être encore le fait que je sois allé prendre mon sang, sur lequel on va donner par exemple des analyses, et l'analyse va contenir mon nom et mon sang avec mon groupe sanguin. Ça, c'est une donnée sensible, c'est une donnée de santé. Mais vous voyez que si on se rend compte aujourd'hui que je ne peux pas faire n'importe quoi avec ma donnée, je vais la protéger. Donc, si on veut rendre l'espace numérique utile, c'est qu'on doit se rendre compte que tout ce qu'on fait est important. Et si tout ce qu'on fait est important, les échanges vont être importants. Comment on va rendre cet espace utile? C'est en faisant attention à ce que nous échangeons, en faisant attention à la manière dont nous l'échangeons. Nous avons des canaux de communication. Il faut que nous puissions les utiliser de manière, on va dire, responsable. Moi, je ne cesse de clamer la responsabilité, et elle commence par chacun avant d'arriver aux entreprises. Il a parlé de la cybercriminalité qui est une menace pour les startups, parce que justement, elles vont échanger des informations qu'elles vont utiliser. Vous voyez que les startups vont avoir les données de leurs clients qu'elles vont devoir utiliser pour travailler. Il va falloir qu'elles puissent garantir justement la sécurité de ces informations-là dans leur sein. Donc, comment elles hébergent leurs données, comment elles les stockent, comment elles échangent, est-ce qu'elles respectent le cadre d'échange de ces données-là, justement par rapport à ce qui est prévu dans la loi à chaque fois. Donc, on a vraiment un cercle vertueux qu'on a à mettre en place, et ça commence par la mise en conformité. Elle a souligné. C'est vrai que c'est une démarche qualité, mais dans mise en conformité, ce sont des principes qui sont contenus dans les lois que vous allez respecter. Par exemple, si vous devez conserver mon information, pendant combien de temps est-ce que vous allez la conserver? Est-ce que vous la conservez sous forme papier? Est-ce que vous l'archivez numériquement? Est-ce que je vais retrouver mon nom, mon prénom, ma photo dans un papier d'Aloco qui est sur la place publique? Et là, ça voudrait dire que vous n'avez pas conservé selon ce que la loi a prévu. Donc, ce sont ces petites choses-là qui sont quand même importantes, qui vont revenir à chaque fois. Oui, sur ce point également, Soroyena. Le droit à l'information aujourd'hui dit qu'il faut que toute personne, toute collecte de données doit explicitement dire à la personne qui fournit ces données ce pourquoi elles sont collectées, comment elles seront stockées et à quel usage, c'est-à-dire la finalité. Aujourd'hui, la mise en conformité justement vient garantir ce droit à l'information dans la mesure où personne ne peut collecter plus de données qu'il en a besoin. Si j'ai une start-up et que pour le faire fonctionner ma start-up, j'ai besoin de le nom, le prénom, je ne vais pas me mettre à collecter le numéro de téléphone si j'en ai pas besoin. Mais il faut aussi que le client sache que la start-up n'a pas le droit de collecter plus qu'elle en a besoin. Et c'est pour ça aussi que le mécanisme de mise en conformité est important. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité, on en revient toujours, de la compagnie, vient de dire au client, voilà pourquoi on collecte vos données, à quelle finalité. Et justement, quand la personne est consciente que ces données sont, on va dire, collectées pour cette finalité, il est totalement, on va dire,
très normal pour cette personne, si elle se rend compte que sa donnée n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elles ont été définies au départ, mais qu'elle s'en plaigne. Elles s'en plaignent à qui? Au régulateur. Concernant les startups, voilà, c'était aussi des points importants qui faisaient partie des panels. Alors, pourquoi vous avez justement, vous êtes apaisanti sur ce domaine-là, justement, de l'entrepreneuriat et aussi des entreprises qui commencent, les petites et moyennes entreprises? Alors, donc aujourd'hui, quand on parle de transformation numérique, on parle même de la digitalisation de tous les processus. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va au supermarché, on utilise nos téléphones, nos mobile money par exemple, pour faire nos courses. On ne sort plus l'argent physique. Donc ces startups-là, justement, aujourd'hui, essaient de faciliter justement les process les plus, je vais pas dire traditionnels, mais les plus utilisés en des process les plus faciles. Si je peux dire ça comme ça, c'est facile. C'est-à-dire qu'on essaie aujourd'hui de faciliter la vie à l'utilisateur, la vie au consommateur. Et ces startups-là, donc les fintech, qui sont justement le lien entre l'utilisateur final et les banques, par exemple, sur certaines transactions, amassent beaucoup de données. Beaucoup de données, que ce soit des données de type bancaire, mais aussi beaucoup de données personnelles. Donc, il était important de les inviter justement au CAF pour qu'elles puissent aussi faire part de leurs craintes quand justement à cette collecte de données, parce qu'elles aussi sont ciblées justement par ces cyberattaques. Ça a été le cas dans l'entreprise Flutterwave, pour celles qui ne connaissent, qui est une start-up nigériane très connue, qui malheureusement a subi une attaque de plus de 4 millions de dollars de pertes aujourd'hui, qui est l'une des attaques les plus grosses que on va dire que le secteur des start-up africaines est connu. Donc c'est-à-dire que ce sont aussi des cibles faciles. Donc elles aujourd'hui qui sont au milieu entre, comme je le disais, le secteur bancaire et les utilisateurs doivent aussi protéger les données qu'elles collectent, doivent aussi protéger tout leur process. Donc il fallait qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer sur comment elles-mêmes se protègent, comment elles essaient de mettre en place des collaborations justement, parce que c'était aussi ça le point focal du panel, mettre en place des collaborations efficaces avec les autres entités avec lesquelles elles interagissent, parce que l'attaque ne cible pas uniquement une entité, c'est un triangle, on essaie aussi de cibler les liens. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les attaques visant les tiers. Donc si je consomme une donnée ou si je consomme une information d'un de mes tiers, que mon tiers est attaqué, je suis attaqué par ricochet. Donc c'est toute une chaîne, c'est le supply chain en fait qui est atteint. Donc il est important justement aujourd'hui de trouver aujourd'hui des solutions, de s'asseoir et se dire ok, on est tous partenaires, qu'est-ce qu'on fait à la fin de la journée pour sécuriser notre collaboration? On est tous assis dans ce studio, je pense que si le micro ne marche plus, on ne s'entend plus, et c'était justement ça le point focal. Radio de la Paix à San Pedro, 106 MHz. Toujours caché derrière ton clavier, faire du mal aux gens tu ne peux t'empêcher. Un jour viendra où tu devras payer pour tout le mal que tu n'as cessé de causer. Toujours caché derrière ton clavier, faire du mal aux gens tu ne peux t'empêcher. Un jour viendra où tu devras payer pour tout le mal que tu n'as cessé de causer. Tu es tout feu et tout flamme, tu es dans la vie des gens, tu en connais même la femme. Sur internet t'as déjà provoqué des drames. Je te le dis rude boy, il va falloir que tu te calmes. Bla 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 bla, tu es dans toutes les affaires. Les gens portent le pantalon, fais quoi que ça sert. Mais ça te concerne ou pas, tu n'arrives pas à te taire. Peux-tu me dire que tu n'as vraiment rien à faire? Let me know, pourquoi es-tu si méchant? Kadim s'adresse ici aux cyber, on va dire, criminels, voilà, et ceux qui se cachent derrière les claviers et qui justement font du mal aux autres. C'est le titre 2.0 qui figure sur son nouvel album Rag Africa, et cette chanson illustre véritablement ce dont nous parlons aujourd'hui, à savoir la cybersécurité. Et nous sommes avec deux invités, deux expertes, voilà, de la cybersécurité. Yena Kinyama Soro, elle est commissaire générale adjointe du Cyber Africa Forum, le Cyber Africa Forum qui a refermé ses portes le 25 avril dernier. C'était du 24 au 25 avril ici même à Abidjan. Et puis nous avons aussi l'expertise de Dr Janine Tanobian, experte en cybersécurité, et elle est juriste à la base, juriste de formation. Alors on est dans la dernière partie de cette émission, mais il serait vraiment intéressant d'insister sur
les bonnes pratiques, hein, et puis aussi sur les actions que vous menez à travers vos différentes entités pour davantage renforcer la cybersécurité dans votre pays ou même en Afrique de façon générale. Docteur Janine Tano. Alors, nous avons plusieurs actions que nous menons. Déjà, au niveau de groupe DPSE, on va dire qu'on s'appuie sur la formation, c'est-à-dire on forme les entreprises, mais aussi les particuliers sur l'importance de la donnée à caractère personnel. Sur la démarche qualité, on accompagne les entreprises et on ajoute aussi le volet cybersécurité dans la mesure où c'est aussi un pan important. C'est vrai que nous avons aussi les problématiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme qui interviennent, vu que ce sont quand même des infractions qui vont être liées, qui utilisent le numérique et qui vont aussi faire intervenir de l'argent. Et donc, on va dire qu'on s'appuie sur les formations. On a aussi des sessions de sensibilisation avec le groupe international d'accès aux droits en Afrique, qui a un partenariat avec le groupe DPSE, qui est un acteur de la société civile, qui fait de l'accès aux droits et qui s'est rendu compte que parce que les gens n'ont pas suffisamment l'information, ils ne savent pas, ils ignorent en fait l'importance des données et surtout du lien qui existe entre les données et la cybercriminalité. Donc on a mis en place un outil qui est une bande dessinée pour simplifier le langage. Et la bande dessinée s'appelle La protection des données personnelles, le CV refoulé, réceptacle des bananes à locaux. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, on est tous friands d'Aloco, on est tous friands de Beaufloto, de Boson et j'en passe. Moi j'aime bien la loco. Voilà, et vous allez vous rendre compte que souvent vous mangez dans le CV des gens et c'est quand vous êtes rassasié, vous dépliez le papier et vous vous rendez compte que mais attends, mais il y a le nom, le prénom et tout ça sont des informations et souvent on ne se rend pas compte, mais c'est parce que l'entreprise en question a mal jeté son papier. Et ça, c'est un comportement justement que nous devons bannir de nos entreprises. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le groupe DPSE accompagne les entreprises. Et quand on parle de mise en conformité, on a l'impression que c'est un gros titre, que c'est très lointain, mais la manière de jeter est importante. Voilà. Et voilà, c'est la bande dessinée. Oui. Voilà, vous optez pour cet outil de communication. Et pourquoi ? Pour faciliter le message, faciliter le message, le rendre accessible et puis surtout décloisonner. Parce que nous avons des termes qui sont tellement lourds que quand on entend, on se dit non, ça de toute façon ça me concerne pas. Mais c'est quand on se rend compte que c'est la réalité de tous les jours, on se dit mais attention, si je retrouve mon papier d'assurance avec ma photo et le nom de mes enfants sur la place publique alors que je l'avais confié à une entreprise, vous voyez tout de suite que le niveau de responsabilité, tout de suite, il est établi. Donc, c'est vraiment pour permettre l'accessibilité à l'information que nous avons utilisé ce format-là. Donc, ça rentre dans nos actions que nous menons en plus de la formation. Nous échangeons beaucoup. Nous avons souvent des conférences publiques. Récemment, j'ai animé une conférence pour des étudiants qui avaient besoin de comprendre c'était quoi l'importance de la donnée à caractère personnel. Parce que eux aussi, ce sont des personnes, ce sont des utilisateurs qui vont demain être en stage, notamment dans des entreprises. Il va falloir qu'ils comprennent l'importance, par exemple, d'une charte informatique. Pourquoi est-ce que on doit faire attention au mot de passe ? Pourquoi est-ce qu'on doit le changer régulièrement ? Voilà. Voilà. Et puis, on va terminer avec cet élément sonore. C'est signé Léandre Brandré, qui est responsable du groupe DPSE, Data Privacy Solution Expert. Il intervient ici sur les bonnes pratiques. Lorsque je reçois un mail, je ne sais pas qui m'a envoyé ce mail ou je ne suis pas censé recevoir ce mail de mon supérieur hiérarchique. L'utilisation de l'adresse va certainement me sembler quelque chose que je connais, mais en réalité, je ne m'attends pas à recevoir. Avant de cliquer sur le lien, il faut regarder l'extension pour savoir si réellement c'est un bon lien. Donc les règles de bonne pratique, c'est en fait la vigilance qu'on doit avoir lorsqu'on reçoit une information avant de la lire, de pouvoir décrypter. Beaucoup de startups sont victimes de ces menaces-là parce qu'elles courent effectivement à l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, elles ne sont pas aguerries sur l'adoption justement de ces règles. Elles ne sont pas formées à cela. Elles ne connaissent pas effectivement ces dispositifs-là. Donc, elles développent beaucoup de choses et ces choses-là qu'elles développent, qui sont des applicatifs qui sont bien, mais qui ne répondent pas à des normes de sécurité physique, logique et à des normes de sécurité juridique qui font que, malheureusement, après le développement, ces applications-là créent des vulnérabilités et finalement elles retombent à la case de départ.
Voilà, c'était Léandre Brandré, voilà, qui nous parlait à l'instant des bonnes pratiques à adopter pour éviter d'être pris au piège par des cybercriminels. Alors, avec vous, Soro Yena. Cette 3e édition a eu un programme assez clair qui, justement, à chaque étape, revenait sur l'importance d'intégrer la cybersécurité et la sécurité de l'information à chaque étape de la promotion, on va dire de la mise en place d'un projet. Quel que soit le projet, il faut toujours mettre un accent sur la sécurité de l'information parce que c'est l'information qui est notre or noir, comme docteur l'a dit. Ensuite, pour cette édition, nous avons eu beaucoup de participants. Oui. Et vous étiez même présents, bien sûr, qui justement voulaient venir prendre part au débat. Il y a combien de participants? On est à plus de 2500 participants en présentiel et en ligne. Déjà, wow. c'est un gros record. Ouais. Et un plus grand nombre, contrairement aux autres éditions. Oui, contrairement aux autres éditions. L'année dernière, on était à 1500 participants environ, plus de 1500. Cette année, on est à 50 partenaires qui sont donnés, plus de 50 partenaires qui sont donnés rendez-vous au forum. Et on est très et l'année prochaine, Radio de la Paix sera partenaire. On espère en tout cas que vous animerez bien sûr des émissions de ce type sur le CAF. Ce serait pour nous une très belle occasion justement d'être encore plus proche des utilisateurs finaux sur les questions de sécurité. Alors CyberOps Consulting, justement, qui organise le CAF, accompagne les acteurs du privé et du public sur des thématiques cybersécurité dans le fait de l'accompagnement à la mise en conformité aux normes telles que ISO 27000 qui permettent aujourd'hui d'avoir des systèmes de management de la sécurité des systèmes d'information au sein des entreprises. Donc le cadre qualité dont docteur parlait tout à l'heure, mais pas uniquement ce cadre de qualité-là, parce que aussi le SMSI, donc comme on l'appelle, permet à chaque entreprise aujourd'hui de renforcer justement sa posture sécurité. On accompagne aussi bien sûr des entités sur la partie stratégie, rédaction des stratégies cybersécurité qui permet de faire une prévision sur du long terme, à minima 5 ans, sur comment aujourd'hui dans quoi je dois investir, ce volet finance dont on parlait, comment je dois investir, qu'est-ce qui est prioritaire dans mes projets, qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui, quelles sont les urgences, parce qu'on peut se retrouver submergé par des urgences, mais il faut aussi savoir les prioriser dans le temps. En fonction de son secteur d'activité, il faut savoir aujourd'hui déterminer comment on se place demain, après-demain, etc., etc. Et ça, on le fait pour tout type d'entreprise, qu'elle soit TPE, PME, toute entreprise aujourd'hui doit avoir une posture cybersécurité qui est très importante pour nous. Et nous espérons bien sûr que l'année prochaine, on vous accueillera les 6 et 7 mai 2024. Parce que ce sont les prochaines. Ce sera en mai. Ce sera en mai. Et la date est déjà fixée. La date est déjà prononcée. Donc on a vraiment l'exclusivité ici de l'information. Exact. 6 et 7 mai 2024. Exact. 2024. L'exclusivité a été donnée déjà par le commissaire général Franck Kier durant le CAF. Mais bien sûr, sur les ondes de Radio de la Paix, c'est toujours une exclusivité. C'est toujours une exclusivité. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec des mots-clés ou des termes, des valeurs que vous souhaiteriez partager justement aux auditeurs et aux auditrices à l'écoute de cette émission en ce qui concerne, on va insister sur ces aspects, la sensibilisation et aussi la responsabilité personnelle même déjà. Alors, en termes de valeurs clés à retenir quand on parle de cybersécurité face à la menace, c'est quoi, docteur Janine? J'ai envie de dire protection de mes informations personnelles, protection des informations dont j'ai la responsabilité. Je vais prendre un petit cas. Souvent, vous voyez qu'il y a des personnes qui mettent en statut les enfants. Un petit garçon ou une petite fille en couche, vraiment les parents, c'est bon, c'est pas la peine d'exposer ainsi vos enfants qui sont encore inconscients, mais quand il va grandir et qu'il verra, il entendra parler de cette image-là qui a certainement fait le tour de la Terre. J'avoue que c'est vraiment sensible. Donc c'est dangereux d'exposer déjà ses enfants sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il faut faire un peu attention. Nous avons souvent tendance à nous oublier et à mettre en avant des personnes
personnes dont nous avons la responsabilité. L'image de son enfant est aussi à protéger. Ensuite, j'ai envie de dire cyber-résilience. Parce que quand vous avez été, par exemple, victime d'une attaque cyber et que vous devez par la suite quand même assurer la reprise de vos activités, il y a du travail à faire. C'est aussi un pan qu'on n'aborde pas forcément, mais quand on a été victime d'une faille de sécurité ou qu'on a permis, grâce à une vulnérabilité, que son système soit attaqué, après, il faut le remettre en marche. On a vu récemment que le système d'information de l'Union africaine a été attaqué. Moi, je pense que, pardonnez-moi, mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça va permettre justement à ceux qui décident et à ceux qui signent les actes de se rendre compte que, attention, on a un texte qu'on appelle la Convention de Malabo, qu'on n'a pas encore ratifié. Et pourtant, c'est un texte qui comporte des dispositions qui peuvent tout à fait s'adapter à notre contexte, pour assainir le milieu numérique africain. C'est vrai qu'on a d'autres textes qui sont, on va dire, de portée mondiale et qui sont généraux, comme la Convention de Budapest et tous les autres textes. On parle aujourd'hui de RGPD, du Règlement général de protection des données. La technologie évolue, les attaques évoluent. Il faut que le texte aussi qui vient encadrer évolue. Donc je pense que ce sont des choses qu'on a à faire ensemble. C'est ça, voilà. Et pour terminer avec vous, Yéna Soro, en termes de valeurs clés, en quelques mots. Déjà, rapidement, pour intervenir justement sur ce texte de Malabo qui à chaque fois revient dans tous les débats, c'est un texte justement qui faille aujourd'hui que tous les États africains se réapproprient. Parce que je pense que sur l'échelle de signature, il n'y en a que 14 dans les 54 pays africains. Et il n'y en a que 14 qui l'ont ratifié. Donc ça, déjà, c'est significatif. Il faut se dire qu'il faut aller encore plus loin. C'est un texte qui nous ressemble, qui prend en compte nos réalités locales pour justement, on va dire, adapter la posture de réponse face aux menaces. Bon, ça, je pense que ça va se faire petit à petit, mais en tout cas, je pense qu'il faut continuer, bien sûr, à motiver justement cette ratification-là. Et en termes de valeurs, aujourd'hui, je vais parler de plus de... Vous allez dire peut-être que j'insiste, mais c'est en termes de sensibilisation. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation. C'est un terme qui est qui est transverse. Sensibiliser aujourd'hui permet aujourd'hui de motiver justement cette prise de conscience, permet de remettre les personnes face, on va dire, à leurs responsabilités, favorise la cyber-résilience en cas justement de reprise d'activité, mais surtout en termes de posture, même stratégie, cybersécurité, de projection, il faut être sensibilisé. Donc moi, le mot, le terme qui doit rester on va dire dans les annales, on va dire dans les esprits, c'est vraiment la sensibilisation. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui le forum existe, pour sensibiliser, rapprocher les coopérations publiques-privées pour qu'elles puissent aujourd'hui trouver les moyens d'encore plus sensibiliser et aussi apporter une réponse, on va dire une réponse face à la menace. Et c'est important en tout cas d'avoir cette démarche de sensibilisation, d'information justement de l'ensemble, qu'elle soit publique, privée ou encore utilisateur final, qu'elle sache aujourd'hui que la menace existe, il faut qu'elle prenne conscience et que le quotidien, justement, plus sûr que nous recherchons, se trouve dans la sensibilisation. Merci beaucoup. C'était Yéna Kinyamonsoro, commissaire générale adjointe du Cyber Africa Forum, qui a refermé ses portes le 25 avril dernier. Et nous étions également en plateau avec Dr Janine Tanobian, experte en cybersécurité, et elle travaille aussi dans la sensibilisation et l'éducation au digital et à la cybersécurité. Et avec elle, on a parlé bien évidemment de cybersécurité. C'est très important car la menace est très grande et à l'échelle même africaine, mais continentale, mais aussi au niveau même international. Et il est important de fédérer et de travailler en synergie, et chacun à son niveau doit mener des actions et le gouvernement également doit agir. Et nos États africains surtout doivent prendre conscience justement de ce danger et permettre à ce qu'on évolue dans un univers numérique sain et utile, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci bien. Et puis voilà qui m'a fait à ce numéro de sujet de discussion. Merci bien.